Cette terre s'appelle Trinité et Tobago, soit deux îles qui n'appartiennent pas vraiment à l'Amérique du Sud, toute proche, ni complètement aux Antilles, voisines. C'est un mélange unique. Mais cette terre est aussi celle du malaise identitaire de Sir Vidyadhar Suraj Prasad Naipaul, écrivain britannique connu comme V.S. Naipaul. Anobli par la reine, prix Nobel de littérature. Il est né sur ces îles du bout du monde, ancienne colonie de l'Empire britannique, devenue indépendante en 1962. Cet observateur de génie et grand provocateur a passé toute sa vie entre deux mondes, deux cultures, deux points de vue, celui du colonisé et celui du colon. Sa famille fait partie de ces immigrés du nord de l'Inde qui, entre 1845 et 1917, ont quitté leur pays pour remplacer les esclaves noirs émancipés en tant que serviteurs sous contrat. Naipaul va faire de ces Indiens et de sa propre famille les héros de son œuvre majeure sur les Antilles, Une maison pour Monsieur Bichoisse. Jusqu'à sa disparition récente, V.S. Naipaul a eu une relation conflictuelle avec Trinité et Tobago. L'auteur n'a jamais cessé de remettre en question le matériau humain et social qui pourtant le constitue. C'est la source et l'aiguillon de toute son œuvre. L'après-midi touchait à sa fin. À l'ouest, le ciel n'était qu'or et fumée. La plupart des villageois, le travail achevé, avaient déjà regagné leur logis. Aujourd'hui, sur l'île de la Trinité, près de la moitié de la population est d'origine indienne. Et c'est sur la côte ouest, à Chaguanas, que cette identité est la plus visible. Chaguanas est la ville de naissance de Naipaul. Et son roman débute ici. Une maison pour Monsieur Bichoisse est inspirée par l'histoire de son père et nous plonge aussi dans l'enfance du romancier. Dans la rue principale, une demeure blanche, à l'époque isolée, dénote dans le paysage. Naipaul y a vécu, tout comme ses parents. C'est celle de son grand-père maternel. Un exemple unique de l'architecture du nord de l'Inde sous l'Empire britannique. Parmi les bâtisses en bois de la Grande Rue, Hanuman House se dressait telle une forteresse blanche étrangère. La balustrade en bordure du toit plat se couronnait d'une statue en béton représentant le bienveillant singe-dieu Hanuman. Cette maison s'appelle en réalité la Lion House. Elle est à l'époque une fierté pour la communauté indienne. Elle représente le succès de l'un des leurs. Chez l'écrivain, l'idée d'une maison à soi, de l'émancipation familiale, est une obsession. Dans la religion hindouiste, Hanuman représente la force, la permanence. C'est la divinité que les hindous invoquaient quand ils sont arrivés par bateau de leur Inde natale. Et je pense que tous les enfants qui étaient très jeunes et impressionnables ont été intronisés à cette façon de vivre hindoue. Et je crois que Naipaul a emporté ses pensées avec lui. Ce scepticisme hindou, cette croyance en de nombreux dieux. À quelques kilomètres de là, dans un village nommé Karapichaima, le singe-dieu Hanuman est représenté sous la forme d'une statue de 25 mètres. Elle est la plus haute idole hindoue érigée en dehors de l'Inde et a sans doute fortement impressionné le petit Naipaul. Un peu plus loin, sur le site de Waterloo, un temple hindou semble surgir de la mer. Des essaims multicolores de drapeaux de prière flottent au sommet de grands mâts de bambou plantés dans l'eau. Ils symbolisent l'âme des morts. La famille de l'écrivain venait fréquemment ici, parce que c'est un centre religieux. Et quand il y avait un événement particulier, comme un mariage, il y avait souvent des mariages ici, les Naipaul se réunissaient dans ce centre de pèlerinage.
Il venait souvent ici pour des célébrations religieuses et des événements festifs. Cet environnement familial et religieux imprègne les premiers chapitres d'une maison pour Monsieur Bichoisse. Comme dans le roman, pour pouvoir se réaliser en tant qu'homme, le père de Népal, d'origine modeste, a dû échapper à la tyrannie sociale et religieuse de sa belle famille fortunée, les Kapildeo, que Népal renomme les Tulsi. Un choc de classe et de caste qui a donné à Népal, dès sa petite enfance, ce sentiment d'être né entre deux mondes. Dans le roman, le personnage de Bichoisse sent qu'il est une pièce rapportée. Il n'appartient pas au clan des Kapildeo, à la dynastie Kapildeo. Il n'a pas assez confiance en lui pour s'affirmer dans cette famille. Au contraire, on lui donne des ordres. Il sent qu'il n'est toléré qu'en tant que gendre. Je pense que cela rend l'atmosphère très lourde et oppressante pour lui. À 1 heure vers le nord, la capitale du pays, Port d'Espagne, est un patchwork de quartiers communautaires. C'est cette cité moderne, bruyante et bigarrée, que le jeune Népal découvre en 1938. Son père y a trouvé un emploi de journaliste, comme son héros, Monsieur Bichoisse. C'était une journée de liberté comme il n'en avait connu qu'une seule fois. Il chemina sur des trottoirs encombrés, à côté du lent et continu trafic d'auto. Remarqua la dimension et le nombre des magasins, cafés et restaurants, les tramways, le haut des enseignes des boutiques. Je pense que, comme la plupart des Indiens qui venaient de la campagne, ils devaient avoir peur du bruit, peur de la foule, peur peut-être des gens d'origine africaine. Il n'en avait pas connu beaucoup à Chaguanas. Mais surtout, il devait y avoir de façon sous-jacente de l'excitation d'avoir pu quitter une petite ville pour découvrir les lumières de la capitale. D'une certaine façon, c'était une manière de se libérer de la Lion House qui était pleine à craquer. C'était vraiment une libération de pouvoir quitter cette maison et de venir à Port d'Espagne, où il pouvait vivre dans une maison sans toute la famille qui l'étouffait. À quelques rues de là, se trouve le quartier St. James, surnommé Little Bombay. C'est ici que les travailleurs indiens, employés dans les plantations de canne à sucre environnantes, se sont installés à la fin du XIXe siècle. Le père de Népal y trouve une petite maison pour vivre avec sa femme et ses enfants, loin du faste et des contraintes de sa belle famille. Une maison, mais bien plus, celle qui donne son titre au roman. Finalement, il est parvenu à se trouver en étant dans son propre logis, sur sa propre parcelle, son propre petit morceau de cette terre. Ce livre, c'est l'histoire d'un homme né au début du XXe siècle qui devient vraiment trinidadien, qui peut enfin se prétendre trinidadien et apporter sa propre pierre à l'édifice. Le soleil tapait dur sur la maison et laissait des bandes éblouissantes sur l'escalier à découvert. Seule la cuisine échappait à ses rayons. Partout ailleurs, malgré les treillis et les fenêtres ouvertes, l'atmosphère était asphyxiante. C'est réducteur de se demander si Népal aimait ou détestait Trinité et Tobago. La question la plus importante, c'est de se demander ce que Trinité signifiait pour lui en tant qu'écrivain. Népal a découvert que sa matière première littéraire était probablement cet univers qu'il connaissait si bien. Et même s'il a eu une certaine forme de mépris pour son île à un moment donné, il a été rattrapé par ses premières émotions et a compris que c'était un matériau incontournable pour lui.
that this was his raw material. Dans le nord, le parc Savannah est le poumon de la ville. Il est bordé de bâtisses coloniales, construites au début du XXe siècle par des planteurs fortunés. Parmi elles, le Queen's Royal College est considéré comme le bastion de l'enseignement secondaire à Trinité et Tobago. C'est l'établissement le plus ancien et le plus british du pays. Naipaul va y être admis. Au même moment, son père commence à écrire un livre, et cela va lui servir d'exemple. Naipaul se met à rêver d'une carrière littéraire. So he himself liberated. Une fois libéré, il pouvait y voir plus clair. Il était désormais libre de faire des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant. Je pense que cette école lui a véritablement permis de trouver une indépendance. Ça a été une nouvelle expérience. Pour la première fois, il était loin de sa famille, de ses sœurs. Il a pu s'affranchir de nous. Je pense que cela a été très important pour lui. Le Queen's Royal College lui a permis de se libérer de nous. Depuis toujours, sa passion était l'écriture. Il voulait être un écrivain de stature mondiale, pas un écrivain des Caraïbes ni un écrivain anglais. Il voulait être un grand écrivain, un écrivain universel. Il s'en allait dans le vaste monde, pour éprouver si ce monde aurait le pouvoir de l'effrayer. Le passé n'était qu'un simulacre, une série d'incidents décevants. La vie réelle et sa douceur particulière l'attendaient. Il repartait à pied d'œuvre. Il faut prendre conscience qu'il a quitté son pays à 18 ans et qu'il a vécu à l'étranger jusqu'à la fin de sa vie. Il a dû changer, s'adapter et adopter de nouvelles mœurs. Et je pense sincèrement que lorsque vous vivez ailleurs et loin des vôtres, vous commencez à voir votre pays tel qu'il est réellement. Vous ne permettez pas à vos émotions de prendre le pas sur votre intelligence. Alors je pense qu'il pourrait être juste de parler de honte, mêlée de fierté. Nous avons réalisé que notre frère ne nous appartenait plus, qu'il appartenait au monde en tant qu'écrivain. Alors j'ai compris qu'il était promis à un destin universel. Il a été acclamé, accueilli, lu et reconnu à travers le monde entier. En 1950, Naipaul part faire ses études à Oxford en Angleterre et devient un grand voyageur. En 2001, il reçoit le prix Nobel de littérature. Il sera hanté par Trinité et Tobago toute sa vie. Il est celui qui aura fait entrer ces deux îles dans une forme d'éternité.